20 avril 2007. Un petit garçon est retrouvé en pleine nuit dans une rue déserte de Compiègne. Dès le lendemain, la police lance un avis de recherche à la télévision pour retrouver ses parents. Hier soir, à Compiègne, une femme a recueilli ce petit garçon de 4 ans. Il a dit s'appeler Ryan et être scolarisé en moyenne section à l'école maternelle. Le problème, c'est que pour l'instant, personne n'a réclamé Ryan. Annie est la grand-mère de Ryan. Ce soir-là, elle regarde la télévision, mais elle ne reconnaît pas son petit-fils. Mon petit-fils n'avait pas lieu d'être là. Je suis allée voir mon mari et j'ai dit « Viens voir, il y a 2 Ryan dans Compiègne ». Les parents de Ryan sont séparés. Au même moment, son père, qui est au travail, reçoit un appel d'une amie qui lui dit que son fils vient de passer à la télévision. Mais lui non plus n'y croit pas. Je ne me suis pas douté, parce que je savais que quand mon fils était avec sa mère, jamais il aurait été dans la rue tout seul. Vers minuit, après la découverte de Ryan, la police retrouve son père à l'usine où il travaille. La police vient me chercher et me montre une photo de mon fils Ryan en me demandant si c'est bien lui. Donc ben oui, je le reconnais. Et de là, je demande de ce qui se passe et tout, et on me dit rien. On me dit comme quoi il va bien. Ryan va bien, mais pourquoi était-il dans la rue alors qu'il aurait dû être avec sa mère? Pour le savoir, les policiers se présentent chez elle, à Compiègne. Ils découvrent alors une scène d'horreur. Stéphanie, la mère de Ryan, est retrouvée dans un bain de sang. Elle a été battue à mort. Sur la scène du crime, des empreintes. Un suspect est rapidement arrêté. Il s'appelle Johan Gorju. Il n'a que 19 ans. Petit délinquant sans domicile fixe, Stéphanie le dépannait en l'hébergeant depuis 2 jours. Il avoue avoir tué la jeune femme. Ah bah, c'est sa gentillesse qui l'a perdu, hein. Ça, c'est sûr, hein. Elle faisait trop confiance. Beaucoup trop confiance. Depuis le drame, Annie, la mère de Stéphanie, vit avec ses souvenirs au milieu des photos. Je m'attarde pas trop. Je m'attarde pas trop à les regarder. Je la vois partout. Partout, je revois je revois des scènes, tout. Je m'imagine des choses. Là, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Stéphanie avait 41 ans, c'était une battante. Juste après la naissance de son fils Ryan, elle s'était séparée de son compagnon et avait surmonté un cancer. À peine remise de sa maladie, elle dévorait la vie et sortait énormément. Richard est journaliste, il tient un blog sur les nuits compiègnoises. Il l'a croisée à toutes les fêtes. Un bar venait d'ouvrir à Compiègne qui était très à la mode à l'époque, qui s'appelait le Coco Banana. Et puis c'était quelqu'un qui est, voilà, on voit très bien la façon dont c'était quelqu'un qui avait une joie de vivre tout le temps et elle aimait se faire photographier en plus. Donc moi, sur mon blog, on la retrouvait souvent en train de s'amuser. C'était vraiment une figure de ces nuits un petit peu festives, voilà, de Compiègne. C'est au cours d'une de ces soirées que Stéphanie rencontre Johan Gorju, 3 jours avant sa mort. Je pense qu'elle ne pouvait pas se méfier de lui. Effectivement, lui, moi, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession, effectivement. À la veille du procès de l'homme qui a tué sa fille, Annie tente de rassembler ses forces. Elle passe de longues heures à marcher le long de l'Oise. Il y en a, ils se vident la tête en écrivant, et moi, je me vide la tête en regardant. Pour Annie, ce procès est une épreuve supplémentaire. Elle appréhende de témoigner devant l'assassin de sa fille. Témoigner pour ma fille, je ne sais pas si je pourrais y aller. Ou alors, il faudrait que je sois... Oui, il faudrait que je prenne le double de cachet. Parce que là, je prends le minimum du cachet. Le minimum. Je ne veux pas faire d'esclandre, rien du tout. Mais je veux qu'il soit bien puni. Lundi 15 mars 2010, cour d'assises de l'Oise à Beauvais. C'est le premier jour du procès de Johan Gorju. Annie arrive avec son mari, son fils Vincent, sa belle-fille
et le père du petit Ryan. Impressionnée, la famille se fait expliquer le déroulement du procès. Vous pouvez sortir, il n'y a pas de souci. On a vraiment le droit de bouger comme on veut, sans faire trop de bruit bien sûr. Mais on entendra sûrement mieux en étant là-bas sur le banc des parties civiles. Sauf que bon, c'est pas facile parce que vous allez être en face. La cour. L'audience commence. L'accusé entre dans le box. À 22 ans, il a déjà fait 3 ans de détention provisoire. Pour le meurtre de Stéphanie, Johan Gorju encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Annie s'est assise exactement en face de lui et ne le quitte pas des yeux. Mais il évite soigneusement de croiser son regard. On m'a vu tout de suite, c'est pas possible. On s'est vu à 3 mètres, même pas, alors... hein. De toute façon, il doit y avoir des petites marques de ma fille sur ma figure. Hein. C'est Mimi, là, il veut pas lâcher un mot, là. Puis il est mature, il n'a aucune responsabilité. On dirait qu'il est responsable de rien. Si Annie est énervée, c'est qu'après avoir annoncé qu'il reconnaissait les faits, Johan Gorju refuse de parler devant la cour. Il demande même aux jurés de le condamner tout de suite, à la perpétuité. À la suspension de l'audience, son avocate veut s'entretenir avec lui. C'est un peu facile aussi, pour à mon avis, pour les victimes d'entendre dire je mérite la perpétuité et puis je n'explique pas. Ça peut les énerver aussi. Hein. Ils ont suffisamment apparemment de recul quand même sur le dossier. Enfin, eux, ils ont une dignité, on ne peut pas leur nier ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, ils ont été très, très dignes, très agressifs vis-à-vis de vous, loin de là. Donc... J'ai perdu le goût de la liberté. Et puis au moins, par rapport à la famille de la victime, je pense que dans leur tête, seront plus sereins si je prends le maximum, quoi. Donc c'est pour ça que... Vous pensez vraiment que ça changera quelque chose pour eux? Moi, je pense. Ouais. Je pense, on voit souvent dans nos infos, après une délibération, la famille des victimes qui pleure et qui disent oui, voilà, le meurtrier, il n'a pas pris assez, voilà, mais c'est pas... Je veux pas que ça se passe comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que je solliciterai la réclusion criminelle à perpétuité. Ouais. Les débats reprennent, mais à chaque question du président, l'accusé répond par des silences qui exaspèrent le frère de la victime. Il y a des moments, le juge lui pose des questions et il sourit, l'air de dire « Mais pourquoi tu me poses cette question? Elle est débile ta question. » C'est évident, c'est évident. Non, c'est... Pour évoquer les faits, le président reprend les dépositions dans lesquelles Johan Gorju a tout avoué devant le juge d'instruction. Les jurés découvrent alors ce qui s'est passé le soir du 19 avril 2007. Comment l'accusé a tué Stéphanie avec une violence inouïe. 3 jours avant sa mort, Stéphanie rencontre Johan dans un bar de nuit de Compiègne. Comme c'est souvent le cas lorsque son fils Ryan est chez son père, Stéphanie en profite pour sortir. Johan et elle ont une brève aventure. 2 jours plus tard, le jeudi 19 avril, elle lui demande de partir car elle doit récupérer son fils. Johan ne sait pas où dormir, alors Stéphanie accepte de l'héberger une nuit supplémentaire. Dans la journée, sa mère vient la voir. Tout lui semble normal. Je suis passée à son appartement pour lui ramener du potage. Donc j'avais dû faire le potage le matin. Et puis bon. Puis j'avais l'habitude de rapporter des petites bricoles, de lait, des morceaux de quiche, des choses comme ça, qu'elle ne fait pas. Il y avait ce jeune homme-là qui était au bout de la table en train de manger. Mais moi, j'ai fait comme si qu'il n'existait pas, parce que de toute façon, il n'est pas venu pour me dire bonjour, il n'a pas dit bonjour. Pour moi, c'était un gamin. J'aurais dû m'informer qu'est-ce qu'il faisait là, ce gamin. Vers 23h, Ryan dort dans la chambre de sa mère qui regarde la télévision dans le salon.
Johan Gorju va chercher une bouteille d'eau dans la cuisine. C'est alors que tout bascule. Sans raison apparente, il s'empare d'une casserole et frappe Stéphanie à la tête. C'est le début d'une véritable folie meurtrière. Il la frappe ensuite à coups de chaise, la poignarde et finit par l'étrangler. Dans la salle d'audience, l'énoncé des faits glace tout le monde. Le médecin légiste qui témoigne à la barre insiste sur l'extrême violence de cette rage meurtrière. Il y a une volonté de tuer, il y a une volonté d'aboutir à la mort, c'est-à-dire que les premiers coups ne sont pas suffisants, donc on sent bien qu'il y a une violence qui va être dépassée et que là, à un moment, il faut obtenir la mort de la personne et qu'on va donc essayer tout ce qui est possible. Pour la famille de Stéphanie, l'énoncé des faits est une terrible épreuve. Mais Annie a tenu à tout entendre. Pour l'instant, moi je résiste avec les médicaments, mon entourage. Puis il faut pas que je me rende malade. Si je peux pas aller jusqu'au bout. Dans son box, l'accusé ne parvient toujours pas à répondre aux questions du président. Le président, on peut pas dire qu'il vous cherche, quoi. Enfin... La famille de la victime attend des explications. Moi, c'est ça que je souhaiterais leur donner, mais j'y arrive pas. Cet après-midi, l'évocation des faits se poursuit. Dans sa folie meurtrière, l'accusé a épargné le petit Ryan. Mais pour sa grand-mère, l'enfant semble garder des séquelles de cette soirée. Des fois, on me dit « Oh là là, heureusement qu'il n'a pas touché à Ryan ». Mais bon, il ne pense pas à sa vie. Il n'a pas pensé à sa vie. Les gens ne pensent pas à leur vie. Là, maintenant, il faut le surveiller. Tout le monde, il faut le surveiller. Il faut savoir s'il voit bien la psychothérapeute, s'il va avoir une orthophonie, si le jour de la fête des mères, comment il fait le gamin, il pleure. Mais il faut réussir à pouvoir dire pourquoi vous n'avez pas été agressif avec l'enfant et pourquoi vous avez pris soin de lui. Enfin, vous ne vouliez pas qu'il reste enfermé dans cet appart, on est d'accord? Ça me paraît tellement évident. Bah oui, mais je sais que ça vous paraît évident, mais pas pour... C'est ce que je vous ai dit, pas forcément pour le président, ni pour les jurés. Enfin, ils vous connaissent pas, c'est la première fois qu'ils vous voient. J'ai un peu peur des réactions de la famille, quoi. D'accord. Réactions négatives. C'est un peu normal. On s'en fiche. Et alors, ils vont se défouler, peut-être 5 minutes. Ça leur fera du bien quelque part. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, je pense aussi. Mais une fois encore, à peine revenu dans le box, l'accusé perd ses moyens. Pour comprendre, le président est obligé de reprendre ses déclarations à la police. D'après Johan Gorju, le petit Ryan n'a rien vu, puisqu'il dormait dans la chambre de sa mère. Après avoir tué Stéphanie, il aurait nettoyé les traces de sang avant d'aller réveiller le petit garçon. Il l'emmène ensuite en voiture avec lui et s'arrête au hasard dans un quartier désert. Là, il le fait descendre de la voiture et l'abandonne. Le petit garçon, âgé de 4 ans, se retrouve seul à 1h du matin dans les rues de Compiègne. Alerté par ses pleurs, une femme le recueille et appelle la police. Mais une fois encore, l'accusé est incapable de s'expliquer. Il ne pourra pas avoir le courage de dire la fin de ce qu'il veut dire. Il n'y arrivera pas. Là, c'est comme un enfant. Là. C'est un enfant qui doit regretter, mais qui peut pas, ça peut pas sortir. Enfin. Fin de la première journée. La famille espère que l'accusé expliquera son geste avant la fin du procès. Le lendemain, la cour se penche sur la personnalité de Johan Gorju et sur sa vie jusqu'au moment des faits. Le président fait remarquer l'épaisseur du dossier des services sociaux. Les jurés découvrent l'enfance misérable de Johan Gorju et de son frère jumeau. Dès leur naissance, les 2 enfants ont été totalement rejetés par leur mère, battus et mis à l'écart du reste de la famille. À 10 ans, les jumeaux sont abandonnés par leurs parents. Placés de foyer en foyer,
il sombre dans la délinquance. C'est même pire qu'une carence affective, c'est le fait d'être volontairement mis de côté, d'avoir une nourriture différente des autres enfants, d'avoir des punitions bien pires que celles que pouvaient avoir les autres enfants. Il n'a jamais vécu avec un regard tendre de la part de sa mère. Des carences affectives que l'accusé ne parvient pas à exprimer à la barre. À la suspension d'audience, c'est encore à son avocate qu'il se livre. Vous n'êtes pas une victime, voilà. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dirais. J'ai pas envie de me défendre. Moi, je suis pas là pour me défendre. Ma mère m'a souvent tapé, battu. Elle me rabaissait avec des insultes. Un jour, tire en prison, t'es qu'une merde. Ça, et puis aussi de voir mon frère jumeau en train de se faire taper. Puis lui qui pleure, qui crie. Ça reste dans ma tête et puis c'est assez compliqué, quoi. Devant la cour, c'est la sœur de Johan Gorju qui raconte comment ses frères restaient enfermés toute la journée dans leur chambre, sans poignée de porte. Ils étaient les souffres-douleurs de leur mère. Je ne peux pas faire machine en arrière sur ce qu'il a fait, mais j'arrive pas à lui en vouloir. Déjà l'enfance, le fait de vivre dehors, le fait d'être rejeté, et voilà quoi. Il n'y a rien qui est excusable. Donc même ça, même une enfance malheureuse, même si c'est fait taper dessus, je préfère pas trop écouter en fait. Cet après-midi, la cour et les jurés examinent le mobile du crime. Pourquoi Johan Gorju a-t-il tué Stéphanie ? Devant la cour, l'accusé parvient enfin à donner quelques explications. Stéphanie ressemblait beaucoup à cette mère qui l'a traumatisée. La quarantaine, petite, menue, avec les cheveux courts. Gorju reconnaît que ce soir-là, quand elle lui annonce qu'elle ne l'hébergera plus, il décide de lui voler sa voiture, mais il a peur qu'elle porte plainte. Il prend alors une casserole pour l'assommer. Quand il la frappe, elle se retourne vers lui et le regarde. Il perd alors tout contrôle et se déchaîne. En face de moi, c'était pas Stéphanie Frérard, c'était ma mère. Quand j'étais petit, je sortais des phrases comme je voulais tuer ma mère, je voudrais tuer ma mère un jour. Bon, c'était que des phrases. Et ce jour-là, avec l'alcool, la colère et la haine, je suis devenu incontrôlable. Un monstre. En tuant Stéphanie, Johan aurait tué sa mère. Pour Annie, les explications de l'accusé sont difficiles à entendre. Pas une raison pour prendre ma fille pour sa mère. Ah non, mais attendez, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit simplement qu'on voit que manifestement il y a quelque chose qui va pas. Et ça, je l'ai pensé dès le départ. Hein. Dès le départ. Enfin, ça n'excuse rien. Hein. Il avait qu'à faire ça chez lui. C'est facile de reporter le mal sur les autres. Hein. Alors que ma fille, elle ne voulait que du bien. Et il voulait de l'affection. Ben elle était là pour lui donner de l'affection. Le lendemain s'ouvre le troisième et dernier jour du procès. La parole est donnée à la famille de la victime. C'est un moment important pour les proches de Stéphanie, qui vont pouvoir s'adresser à l'accusé. Mais Annie est inquiète. Elle a peur de craquer et de fondre en larmes devant tout le monde. Son avocate tente de la rassurer. Oh, c'est pas grave, je ne veux pas me donner en pâture. Ça y est, je suis perturbée, je ne vais pas pouvoir. S'il faut que je me drogue, non, il va falloir que je me drogue. C'est pas possible. Et puis, le président vous dira, si à un autre moment vous voulez intervenir, vous interviendrez. Et puis alors, en plus vous interviendrez au moment où vous voudrez. Ça me gêne, il y a ma belle-fille, il y a mon fils. Mais eux aussi vont s'exprimer comme ça. Eux aussi vont s'exprimer. Mais oui, mais c'est pas pareil. Moi, je suis sa mère. Ne cachez pas que vous avez un cœur.
Pendant 1 heure, toute la famille rend hommage à Stéphanie. Annie reste digne et évoque la souffrance de Ryan, qui a perdu sa maman à 4 ans. Le frère de Stéphanie tente de provoquer une réaction de la part de l'accusé, pour qu'enfin, il s'adresse à eux et leur demande pardon. Il dit qu'il veut pas en parler, donc je me suis tourné vers lui, je l'ai regardé droit dans les yeux pour qu'il parle, mais ça n'a rien fait. Moi, ça m'a libéré. Enfin. Ce que j'avais envie de dire, je l'ai dit, et je me suis senti même très soulagé en sortant. C'est maintenant l'heure des plaidoiries et du réquisitoire. L'avocat général demande une peine de 30 ans, dont 20 ans de sûreté. Dans son box, l'accusé s'adresse enfin aux jurés pour leur demander d'être plus sévères et de le condamner à la perpétuité. À la suspension d'audience, il tente de dissuader une nouvelle fois son avocate de le défendre. J'ai tué une personne, donc me défendre après ça, ça me paraît un peu illogique. Puis respectueux envers la famille des victimes aussi. Vous avez honte face à la famille? Énormément. L'audience touche à sa fin. Après la plaidoirie de son avocate, le dernier mot revient à l'accusé. À ce moment-là, il s'adresse enfin à la mère de sa victime, en la regardant dans les yeux pour la première fois. Il lui demande pardon. Il a regardé comme moi. Ses derniers mots, il a regardé comme moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est excusé au dernier moment, là, parce qu'il s'est dit je pourrais plus le faire. Je savais que j'allais le faire au bout d'un moment de toute façon. C'était prévu. C'était un peu tard, mais bon. Moi je l'ai fait, quoi. Il fait de la pitié, c'est tellement qu'il a souffert étant jeune. Enfin, ça n'excuse pas là, tout ce qu'il a fait à ma fille. C'est tombé sur ma fille comme ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. C'est tout. Je n'ai plus rien à rajouter. Il est 20h, la cour et les jurés se retirent pour délibérer. C'est le début d'une longue attente au palais de justice de Beauvais. La mère de Stéphanie regarde les dernières photos de sa fille. Je m'occupe comme je peux. À 1h30 du matin, c'est enfin l'énoncé du verdict. Pour le meurtre de Stéphanie, Johan Gorju est condamné à 30 ans d'emprisonnement, dont 20 ans de sûreté. Épuisés par le procès, les proches de Stéphanie reçoivent le verdict avec apaisement. Au bout de ça, je ne sais pas si... ce qu'il fera, tout, je sais pas si ça... J'espère que ça lui servira de leçon. Johan Gorju n'a pas fait appel de la décision. Le jugement est donc définitif. Michel Marie est chroniqueur judiciaire dans un hebdomadaire. Toutes les semaines, il raconte à ses lecteurs les plus grands procès criminels. Une passion qui ne le quitte pas depuis 32 ans. Je vis avec mes histoires. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai forcément en tête les événements et les dialogues que j'ai eus dans la journée. Aujourd'hui, Michel enquête sur une des affaires les plus incroyables de ces dernières années, l'affaire Pontieux. C'est le nom de l'homme qui gérait ce café à Nogent-sur-Oise et qui a été tué en 1997. Lundi 22 septembre 1997, Nogent-sur-Oise est sous le choc. Gérard Pontieux, gérant d'un bar tabac, est retrouvé mort. Il aurait été poignardé lors d'un cambriolage à son domicile situé au-dessus de son établissement. Michel revient sur le lieu du crime pour tenter de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Bonjour. Mais les nouveaux propriétaires ne veulent plus entendre parler de cette affaire. Pas ici, François, France 2, là. On n'a pas un gagné, nous, déjà? C'est assez dur. Merci, monsieur. Au revoir.
Comme vous pouvez le constater, il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe mal. Il faut faire avec les sensibilités des uns, des autres. C'est légitime ce qu'ils disent. C'est vrai qu'ils ont racheté cette affaire. Ils n'ont peut-être pas envie, c'est pas forcément une bonne publicité pour l'établissement. Bon, ils sont pas très courtois, mais j'ai l'habitude. Hein. Et puis voilà, c'est la vie, c'est la vie de reporter. Michel continue son enquête. Cette fois, il veut voir la femme de Gérard Ponthieu. C'est elle qui est accusée de l'avoir tué. Elle est en liberté. Je vais rencontrer, mais là j'ai rendez-vous, donc je pense que j'aurai un meilleur accueil. Je vais rencontrer Jacqueline Ponthieu. Cette femme a fait 806 jours de prison. Elle est toujours accusée du meurtre de son mari. Et donc, on a la chance qu'elle soit en liberté. Et je pense que s'il y a un enjeu, c'est maintenant que ça peut se jouer. C'est intéressant de la rencontrer. Jacqueline habite à une trentaine de kilomètres du café. Elle a aujourd'hui 60 ans. Bonjour madame, Michel Marie. Madame Ponthieu, enchantée. Et on va aller dans un endroit pour discuter un petit peu de tout ça. Hein? En décembre 2003, Jacqueline a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir assassiné son mari. Mais elle a toujours clamé son innocence. Après 2 années derrière les barreaux et plusieurs querelles d'experts, elle est finalement libérée avant son procès en appel, qui doit avoir lieu dans quelques jours. Ce sera le dernier acte de ce drame. C'est la 4e fois que vous passez devant les assises pour un crime qu'on vous reproche et que vous avez toujours nié. Tout à fait. Hein? Voilà, en gros, et tout commence le lundi 22 septembre 1997. Oui. C'est ce jour-là que Gérard Ponthieu est retrouvé assassiné dans son café. Gérard Ponthieu a été tué de plusieurs coups d'une arme blanche par une personne qui n'a jamais été retrouvée. À demi comateux, il n'a pas pu réagir. À l'époque, Jacqueline a 47 ans. Elle met en cause un cambrioleur. Il y avait une personne, un homme qui était dans notre chambre. J'ai crié, j'ai dit « Gérard, il y a quelqu'un ?» Gérard s'est assis sur le lit. Mais à l'époque, les policiers ne la croient pas. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses incohérences dans le discours de l'accusé qui maintient qu'un cambrioleur est bienvenu à son domicile. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Il n'y a même pas de mots pour qualifier une telle accusation. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours crié ce que je savais que je n'avais pas fait. 13 ans comme ça. Bon, bah écoutez, au revoir, bon courage et à la semaine prochaine. D'accord, merci. Après 1 heure d'entretien, Michel repart avec une première impression. Il retrouvera l'accusé au tribunal dans quelques jours. Là, j'ai entendu une femme contre laquelle il y a a priori aucune charge. Elle est poursuivie quand même par la justice depuis 13 ans. Et si elle est véritablement innocente, comme semble le laisser supposer le dossier en l'état, c'est juste terrifiant. Jacqueline a-t-elle été victime d'une erreur judiciaire? Elle a déjà passé plus de 2 ans derrière les barreaux et elle doit comparaître à nouveau devant la cour d'assises. Lundi 22 mars, palais de justice d'Amiens. C'est aujourd'hui que commence le procès en appel de Jacqueline Ponthieu. L'affaire attire de nombreux journalistes. Michel est un habitué des prétoires. Il retrouve les avocats de Jacqueline, Maître Delarue et Maître Berton. Jacqueline s'est mise à l'écart. Elle risque 30 ans de prison. Comment allez-vous? Ça va faire la semaine, hein. Ouais. Vous dormez sur Amiens, non? Oui. Non, pas ce soir. Non? Non, pas ce soir. Bien sûr, j'ai préparé mon sac. Michel prend le temps de discuter avec elle pour la rassurer. Comment tu l'as trouvé? Elle a l'air fatiguée. Elle a l'air fatiguée. Je crois qu'il faut s'imaginer en fait ce que cette femme est en train de vivre. Je ne sais pas si elle est coupable ou pas coupable, mais
ça fait 4 fois qu'elle revient devant la cour d'assises pour être jugée, pour la même affaire, ce qui est extrêmement rare. Michel va passer de nombreuses heures sur les bancs réservés à la presse. Le procès va durer 5 jours. Jacqueline prend place dans le box. Pour l'heure, elle est encore libre. Aucun policier ne la surveille. L'audience se termine après 12 heures de débat. Mais pour Michel Marie, la journée n'est pas terminée. Alors, la chronique judiciaire, oui, c'est une vie de nomade. Il est tard, comme vous le dites. Et demain, ça risque d'être à peu près pareil. On rentre en religion quand on rentre dans un procès comme ça. Je vis à Amiens pendant une semaine. J'ai mon petit hôtel qui est derrière et j'ai mes affaires, j'ai tout mon petit matériel. Mais avant d'aller à l'hôtel, Michel va dîner avec les avocats de Jacqueline Ponthieu. Le travail du chroniqueur judiciaire continue, mais dans une ambiance plus détendue. Pour les avocats, le regard de Michel est essentiel. Alors Michel, professionnellement, c'est un extraordinaire baromètre. Parce qu'il connaît le métier beaucoup mieux que tout le monde. Je crois qu'il a le criminel dans les veines, hein, bien que ce soit un homme très honnête. C'est un conseiller très attentif, très amical, et surtout qui, contrairement à beaucoup de ceux qui nous entourent, Michel ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, mais il nous dit vraiment ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est à la fois très respecté dans son métier, très respecté dans le nôtre, parce que quand il a une idée, c'est aussi un bon témoin pour essayer de le convaincre du contraire. On échange beaucoup, vous savez, c'est aussi le journaliste parfois à la pause, c'est notre premier juré, c'est celui qu'on va aller voir en disant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu jugerais. Sur un procès d'une semaine, il peut avoir suffisamment de matière ou de conviction sur 2 ou 3 jours. Et le 4e jour ne m'intéressera pas parce qu'il a raison. Ce 4e jour n'est pas finalement intéressant. Il reviendra aux plaidoiries. Souvent, il aura écrit le verdict, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, mais parce qu'il a l'expérience, il a le talent, et puis voilà, c'est Michel Marie, quoi. Hop. 3 jours plus tard, nous sommes à la veille du verdict. Il est 23h30, dans sa chambre d'hôtel, Michel écrit son papier. Alors, une affaire qui remonte à septembre 97. Jacqueline Ponthieu comparée pour la 4e fois dans la cour d'assises. Dimanche 21 septembre 97, les derniers clients du Sulky quittent un à un le bar. La journée a été chaleureuse. C'est une fête de cyclistes, dans une ambiance où les convives ont mangé des frites avec de la bière qui a coulé à flot toute la journée. Alors, je me suis aperçu que, à l'utilisation, j'ai du mal à relire sur l'écran. Moi, j'ai été élevé dans la tradition du papier, et l'informatique, moi, c'est pas mon truc. Donc, en général, surtout quand c'est un peu compliqué comme ça, j'ai besoin d'avoir les feuilles sous les yeux. Dans l'article de Michel, il ne manque que le verdict. Il va le connaître le lendemain. C'est le dernier jour du procès. Alors, on arrive au terme de ce procès. Ça fait une semaine maintenant que Jacqueline Ponthieu est dans le box de la cour d'assises à répondre aux questions de cette cour. Et la cour va décider ce soir si elle est ou non coupable. Enfin, oui ou non. Ça fait 13 ans que ça dure. Nous, ça fait une semaine. On imagine la souffrance dans laquelle elle se trouve ou l'angoisse dans laquelle elle se trouve pour l'instant. Les avocats de la défense plaident pendant 1h30. Ils demandent l'acquittement de Jacqueline. C'est maintenant l'heure du verdict. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. Hein. J'ai 15 ans au-dessus de ma tête. Hein. Comme d'habitude, pendant l'attente, Michel sort prendre l'air avec les avocats. Comment solliciter la condamnation de quelqu'un tout en demandant son équipement? Parce qu'en réalité, c'est exactement... Oui, c'est vrai que c'était un peu fouillis. Ouais. On a le temps de prendre une petite boisson rafraîchissante. On reprend, c'est bon, on arrive, monsieur Missier. À tout de suite, tout de suite. Alors tout de suite.
C'est déjà... il avait dit. On n'a même plus le temps. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait dit. C'est la première fois que je bois pas une bière pendant même que je pas le délibère. temps, même pas le temps de boire une bière. Les jurés ne se sont réunis que 55 minutes, un record. Michel et les avocats n'en reviennent pas, ils se précipitent à l'audience pour connaître le verdict. Jacqueline Pontieux va bientôt connaître le sort qui lui est réservé. Le verdict vient de tomber en un temps record, 55 minutes. C'est la seule chose qui a été vite dans cette affaire. Depuis 13 ans, on attend une réponse judiciaire et là, en 50 minutes, le problème a été réglé. Elle a été acquittée. Après 13 ans de tourmente judiciaire, Jacqueline est innocentée. La piste du cambrioleur a enfin été prise au sérieux. Pour le retrouver, il est un peu tard. Pour l'heure, Jacqueline est bouleversée. Elle est assaillie par les journalistes. Michel attend le bon moment pour lui parler. Elle lui fait alors une révélation. Pendant l'audience. Oui, je vous dis oui. Vous me dites, j'avais tout prévu, mais est-ce que vous avez eu un moment donné, depuis lundi, il y a des moments où ça se passait bien, des moments où ça se passait moins bien? Mais j'avais prévu que je partirais pas en prison. D'accord. Et vous avez senti à un moment donné que c'était prêt d'y aller ou que ça basculait? De toute façon, j'aurais peut-être été, mais je ne serais pas restée longtemps, ça je vous le garantis. C'est-à-dire? Ça me paraît clair. Oui. J'avais tout prévu dans ma poche. En cas de condamnation, Jacqueline Pontieux avait prévu de se suicider. Dans sa poche, une quantité importante de médicaments. Michel les prend gentiment. Elle a exhibé ses cachets et je pense qu'on peut décemment, humainement, pas la laisser avec des cachets qui peuvent éventuellement donner la mort. Donc je lui ai arraché les mains gentiment. Elle s'est laissée faire. Vous avez compris tout de suite? Ça me paraissait assez clair, oui. Je vais féliciter Madame Dussault-Soie parce que c'est... Dans le cabinet des avocats de Jacqueline, l'ambiance est à la fête. À Jacqueline. Bon bah Jacqueline, à vous. Jacqueline. Ah, dis donc, c'est pas toujours que tu viens me voir pour un acquittement. C'est vrai. Hein? C'est vrai, mais celui-là, c'est un bel acquittement. Ah, il est beau, hein? Elle se serait suicidée s'il avait Voilà, été. tiens. Michel en profite pour leur confier les médicaments. Tiens, d'ailleurs, Hubert. Tu peux mettre à la poubelle. Destruction du scellé. Ah oui, Elle a pris la dose, hein. Elle a pris la dose. Moi, elle me l'a dit, là, sur la route. Donc moi, j'ai jugé, de toute façon, on sait jamais, que c'était pas la peine de lui laisser ça dans les poches. Oui, bien sûr. Tu prends ton Oui. bien sûr, mais je ne l'ai On t'a pas offert un cigare pour partager l'acquittement. Incroyable, hein. Non, merci. Mais, on savait pas ça. Heureusement, on avait la barre encore. Elle avait préparé chez moi, Cochet. là, elle vient de me l'avouer, elle me dit je serais pas resté en prison. Non. Alors, Jacqueline est la vedette de la soirée. oui. Alors, Paul, du coca pour Jacqueline. Là? Oui, il y a du jus de fruits. Vous voulez pas, mais alors du coca pas une petite zéro, hein. compète? Ah, c'est vrai. Attends, ça va. Il y a du jus. Jacqueline vient de passer une des semaines les plus éprouvantes de sa vie. Mais la rencontre avec Michel restera dans sa mémoire. Il a toujours été agréable, toujours prévenant, toujours agréable. Contrairement à certains journalistes, très 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 agréable. Il est très différent des autres. Il fait partie des gens avec qui on peut parler librement. Voilà, c'est important. Hein. Quand on est dans ma situation, c'est important. Il a su vous mettre en confiance. Ah oui, totalement. Totalement, dès la première fois. Ouais. Il a trouvé les mots, il a trouvé... oui. C'est un sacré bonhomme. L'affaire est terminée. Michel Marie repart vers un autre procès. Son article est dans les kiosques. Il se termine par une citation de Jacqueline. « Je n'ai pas tué mon mari, je n'ai pas de sang sur les mains, ni dans le cœur. » Tintin, son héritage est un des mieux protégés au monde. Et gare à ceux qui tentent de copier ou de parodier le célèbre reporter sans autorisation. Quand on est amoureux d'une œuvre, quand on est passionné par une œuvre, d'abord on la respecte. Deux auteurs ont utilisé l'image de Tintin. Ils risquent de le payer très cher. On peut tout parodier. A priori, on ne peut pas parodier Tintin. L'héritage est tellement bien gardé que certains amis d'Hergé sont inquiets. On ne peut plus décliner une œuvre, alors quoi, l'œuvre est morte, elle est enfermée en elle-même. Salon du livre à Paris.
Cet écrivain qui fend la foule s'appelle Bob Garcia. Auteur de romans policiers, cet homme a une passion, Tintin. Il a publié 5 livres, des études sur l'œuvre d'Hergé et son inspiration. Moulinsart, la société qui gère les droits de Tintin, a porté plainte. Il a été condamné à verser 40 000 € de dommages et intérêts. Ces deux-là, ils ne sont pas encore concernés, c'est-à-dire que Moulinsart ne les a pas encore attaqués, mais avec la mauvaise foi qui les caractérise, ils pourraient trouver n'importe quoi pour dire que c'est encore des contrefaçons de bande dessinée Tintin. C'est pas le cas, ce sont des études. Des études, peut-être, mais ces livres risquent de coûter très cher à Bob Garcia. Aujourd'hui, il risque même de perdre sa maison. Bonjour. C'est cossu chez vous? Ouais, c'est cossu maintenant, au bout de 15 ans de travaux, parce que quand on a acheté cette maison, elle était dans un état de délabrement total. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont fait que j'avais une maison qui valait de l'argent, ils m'ont pris 2 hypothèques. Donc voilà, prise d'hypothèque très récente là. Une de 30 000 € au titre de la société Moulinsart. Une de 10 000 € au titre de Fanny Rodwell, qui est donc l'ayant droit d'Hergé. J'ai proposé un paiement étalé, 1 000 € par mois, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Ça a été refusé, donc d'où l'hypothèque. Voilà où on en est aujourd'hui. Pourtant, dans un premier jugement rendu en 2008, le juge avait donné raison à Bob Garcia en affirmant que l'on pouvait librement citer une vignette de bande dessinée. Une case tirée d'un album de Tintin, c'est exactement la même chose qu'une phrase tirée d'un livre. La phrase, elle commence là, mais elle continue. L'histoire continue sur les autres lignes. Donc évidemment, quand on utilise une seule vignette d'un album, on est dans le cadre de la courte citation. Pourtant, en appel, Bob Garcia a été condamné. Le tribunal s'est rangé aux arguments de Maître Vatrin, l'avocate de la société Moulinsart. Elle défend les héritiers de Tintin. Dessin-là, dans ce cadre-là, c'est une œuvre originale. C'est une œuvre originale, c'est un dessin. Donc à partir du moment où vous êtes en présence d'une œuvre, en tant que telle, vous ne pouvez pas citer cette œuvre. Si vous la reproduisez, vous exercez un droit qui est celui de reproduction. Donc si vous n'êtes pas titulaire de ce droit, vous devez demander l'autorisation à son titulaire. C'est aussi simple que ça. Retour au Salon du Livre. Un autre auteur a maille à partir avec les héritiers de Tintin. Il s'appelle Gordon Zola. Sa spécialité, la parodie et le livre satirique. Sur son stand, des pastiches de best-sellers, Harry Potter, le Da Vinci Code, Astérix et Tintin. J'ai imaginé un personnage qui s'appelle Tintin et qui pense être le fils de Tintin. Et donc il recherche la trace de sa filiation à travers le monde, ce qui lui fait revivre de façon décalée, parodiée et moderne, qui lui fait revivre un peu les aventures du père supposé. Donc on va comprendre au fil de la série, qui fait à peu près 25 ou 26 romans, on va comprendre pourquoi il est ami avec le capitaine Aiglefin, pourquoi il est ami avec le professeur Margarine, ou Yi Yang, etc. Dans cette affaire, le juge a reconnu le droit à la parodie, mais condamné Gordon Zola à des dommages et intérêts s'élevant à 52 000 € pour parasitisme. Le parasitisme consiste à utiliser l'œuvre d'un autre pour en tirer profit. Dans le droit d'auteur, il y a une exception qui est l'exception de parodie, sous laquelle je me protégeais, moi, et sur laquelle je travaille depuis des années. Donc on n'a pas bien compris comment on pouvait faire d'un côté de Gordon Zola un parodieur, reconnaissant clairement la parodie, avec les codes et les canons de la parodie, en même temps qu'un parasite, c'est-à-dire qui se sert de l'image commerciale de quelque chose pour faire de l'argent. C'est complètement antinomique dès l'instant où on est bien obligé de partir d'un référent connu pour faire de la parodie, sinon c'est plus de la parodie. Il s'est servi de la notoriété de l'œuvre il s'est accaparé cette notoriété pour promouvoir ses propres ouvrages. Et ça relève, c'est constitutif d'un acte de parasitisme. C'est pareil, c'est l'entrée. À l'appui de sa démonstration, une œuvre mise en cause. Et puis en fait, on voit la même galerie ici, mais cette fois-ci prise. Voilà, et on voit le personnage qui sort, les mêmes personnages. Aujourd'hui, pour Gordon Zola et pour sa société d'édition, le temps est compté. La semaine dernière, j'ai eu les huissiers qui sont venus, par un commandement de payer, me réclamer 52 000 €. Et qu'est-ce que vous risquez concrètement? Dépôt de bilan direct, clé sous la porte. Pierre Sterckx est écrivain. Il a bien connu Hergé, le père de Tintin. Et il s'insurge contre ces décisions de justice.
J'ai un manuscrit sur Tintin que j'ai terminé un essai. Je ne sais même pas comment je vais le publier. Quel est l'éditeur qui va réussir à le publier avec de l'iconographie? Je ne sais pas. J'ai travaillé 1 an et demi là-dessus, je ne sais pas. Ce qui va se passer, on n'osera plus toucher à l'œuvre du tout. Alors on va laisser l'œuvre bien dans son coin et elle s'étiolera. Voilà. Pour l'avocate de Moulinsart, si ses auteurs s'intéressent autant à Tintin, ce n'est pas un hasard. Le réalisateur américain Steven Spielberg a acheté à Moulinsart les droits pour faire 3 films sur Tintin. Et quand le premier sortira, l'événement fera sans doute beaucoup de bruit. L'actualité des aventures de Tintin, elle est très brûlante, hein, parce que dans quelques temps, il y a une œuvre de long métrage qui va sortir. Donc je pense qu'il y a des petits malins qui pensent aussi qu'ils vont surfer sur cette actualité-là et sur tout ce qui va être fait autour de cette œuvre de long métrage et de la publicité qui va être faite. Donc non, je pense qu'ils y ont pensé, j'en suis quasiment certaine, évidemment, évidemment. Le premier volet, Le secret de la licorne, sortira en salle pour les fêtes de Noël en 2011.